Mesdames, Messieurs, chers collègues, et je voudrais d'abord remercier au comité français de l'USPP pour l'invitation de donner cette conférence. Dans cette conférence, je vais parler surtout des questions de stabilité de l'habitat néolithique et de l'avancement des groupes néolithiques du Proche-Orient vers l'Europe. Les groupes des premiers agriculteurs ont remplacé les groupes de chasseurs-cueilleurs à la période de transition entre la fin du Pléistocène et le début de l'Holocène. Les agents de ce processus complexe ont été aussi bien les migrants du Proche-Orient que les populations locales pré-néolithiques, surtout mésolithiques. La diffusion de la nouvelle économie a été, dans certaines périodes, stimulée pendant que dans les autres, retardée par les oscillations, par les conditions environnementales locales et par les oscillations climatiques de la fin du Pléistocène, surtout le refroidissement de la période de Dryas III et par les épisodes climatiques globaux de l'Holocène dans le pré-boréal autour de 8600 et dans l'Holocène ancien autour de 7500, 6200 et 5100. Ici, ces changements climatiques sont marqués sur cette courbe des températures et aussi en relation aussi au changement de la mer Morte, puisque c'est là où commence le processus de la néolithisation. Pendant l'oscillation d'Alerode, 12 500, 10 000, les chasseurs-cueilleurs du Natoufian ont développé au Proche-Orient. Dans ce contexte apparaissent les premières prémices des modes de vie sédentaires, comme la consommation des plantes, et aussi bien la consommation des plantes manifestée par les outils lourds comme les brouillères pour casser les noix ou pulvériser les grains. Chasse aux grands mammifères comme gazelles, cerfs, aurochs qui dominaient au Proche-Orient à la fin du Paléolithique perd son importance en faveur de la chasse aux petits mammifères, surtout les lièvres et les renards. Et ici, cette stabilité des habitats, ces modes de vie plus sédentaires, sont manifestés par l'architecture en pierre, notamment par les structures rondes dans les Natoufiens, structures rondes en pierre avec pavage qui ont été trouvées. Ici, c'est l'exemple des roches Zin et des Ramat Harif. Dans le Natoufien final, nous observons une adaptation au refroidissement de Dryas III, 1800-9700, qui se manifeste dans la concentration des habitats et changements dans l'économie de subsistance, mais la domestication des plantes est toujours discutable, bien que nous trouvons les traces des Vitsia qui pourraient être pré-domestiquées. Dans les Levant du Nord, autres espèces de froment et de seigles ont été ramassées. Il est possible que les essais de domestication de ces céréales, particulièrement des seigles, ont eu lieu. Le Natoufien final a expandé vers le nord. Par contre, au sud du Proche-Orient, son équivalent est les Harifiens. Cette carte montre la distribution du Natoufien final et du Harifien. La question si les changements de l'économie de subsistance du Natoufien
tardif représente l'adaptation au refroidissement de Dryas III ou bien le résultat de la dynamique intérieure de développement est toujours ouverte. À la limite, Dryas III, début Holocène, 9700-9500, là, le néolithique pré-céramique apparaît, mais toujours les plantes et animaux domestiqués sont absents. Par contre, un progrès dans l'architecture domestique se manifeste. Orge, Hordeum spontaneum, et seigle sont toujours présents, ce qui a permis à Jean Cauvin de parler de l'agriculture pré-domestique. Les groupes du néolithique pré-céramique expandent du Proche-Orient vers l'Anatolie du Sud-Est. Par contre, elle est, par les différents environnements, stoppée dans cette partie sud-est de l'Anatolie. Ici, nous avons les structures d'habitat en pierre, les structures rondes des natifs Hagdoud qui sont attribuées au néolithique pré-céramique phase A. La division du néolithique pré-céramique B a été arrêtée dans le sud-est et le centre de l'Anatolie à cause des différences dans des environnements et dans ces régions et surtout par opposition à l'Occident de l'Anatolie. Donc ici, sur cette carte, on montre la zone du néolithique pré-céramique qui est en rouge, ce sont cette zone, puis l'expansion vers l'Anatolie sud-est, et il n'y a que quelques traces du néolithique pré-céramique dans les nord-ouest de l'Anatolie, que sont marquées ici. Et ces traces du néolithique pré-céramique arrivent jusqu'au bassin de la mer Marmara, mais jamais ne croisent pas les bassins de la mer Marmara. Donc, par contre, il y a une autre route de contact avec le Proche-Orient à travers le Chypre jusqu'au bassin de la mer d'Égée. Et donc, dans la première division du néolithique, cette route maritime à travers le Chypre vers le bassin d'Égée est une route probablement, dans l'état actuel de notre connaissance, est probablement la plus importante dans la diffusion du néolithique du Proche-Orient vers le sud-est de l'Europe. Au contact entre les îles Égéennes et les bassins orientaux de la Méditerranée, nous devons l'apparition de prémices de l'économie néolithique, des modes de vie néolithiques, mais sans céramique, par la voie maritime. Donc, par cette voie maritime, ces éléments précoces du néolithique arrivent jusqu'à Knossos en Crète, niveau 10, 7800 presque, sur le littoral de l'Argolide en Grèce, ou à Grotte Francti, nous avons le néolithique initial vers 7000, et dans le site mésolithique de certaines îles égéennes, comme par exemple Kythnos et Icaria. Ce moment essentiel pour la néolithisation du sud-est de l'Europe, première moitié du 7e millénaire, coïncide avec la période de l'optimum holocène. C'est aussi le moment du déclin des civilisations du néolithique pré-céramique B et C. Le rôle de l'agriculture dans cette période a diminué, par contre, augmente l'importance de l'élevage. Ici, nous avons ces deux périodes
climatiques qui sont importantes pour ce changement, notamment la période de Dryas III, qui a marqué ici, où nous avons les conditions froides et secs, et puis et sèches, et sécheresse. Et l'autre période, c'est la période autour de 8000, qui coïncide avec la fin du néolithique précéramique, phase C, et le début du néolithique précéramique, du néolithique céramique, excusez-moi, phase A. Donc, nous avons ici les changements aussi qui, au Proche-Orient, conduit du rôle important de l'agriculture vers un rôle croissant de l'économie pastorale. Comme je vous ai dit, l'expansion du néolithique précéramique du type proche-oriental n'a pas atteint la partie ouest de l'Anatolie. Par contre, nous avons ce prémisse de néolithisation qui par voie maritime, arrive de Chypre jusqu'aux îles des l'Égée, en particulier des îles telles que l'île de Naxos, de Chalki, le numéro 7 c'est Icaria, Citseramé, et le numéro 5 que vous voyez ici, c'est un site le plus important sur les îles Égéennes, notamment la site Maroulas sur l'île de Kythnos. En ce qui concerne la fin du Mésolithique, dans le bassin de la mer Égée, nous avons quelques sites en Grèce orientale, par exemple dans les grottes Klyssoura, en Argolide, en Grèce, qui a été assez récemment fouillée par nous. Et cette grotte Klyssoura, dans la couche 5A, qui est datée de la fin du 9e millénaire, nous a apporté dans les couches 5A une industrie mésolithique du type plutôt occidental, avec les pointes softériennes que vous voyez ici, les triangles, les rectangles et de lamelles micro-retouchées. L'autre étape des développements du Mésolithique dans l'est de la Grèce, c'est représenté par la grotte de Francti, qui a été déjà longtemps fouillée et qui a apporté une phase du néolithique initial, phase 10, datée du début du 7e millénaire, qui est caractérisée par la domestication initiale des ovicaprins. Le statut des bosses et des sus n'est pas encore déterminé et est toujours discuté. Quelques grains de froment et de fteigles ne confirment pas une agriculture initiale. Ici, nous avons vu des sites dans la grotte de Francti, et l'industrie de cette phase 10, qui était attribuée au néolithique, par Madame Perlès, au néolithique initial, avec des éléments laminaires ou lamellaires, des trapèzes surtout, et avec une industrie sur éclat qui est présentée sur l'autre tableau. Cette industrie est un élément assez caractéristique pour le mésolithique tardif dans l'est des Balkans. Il y a aussi des sites qui
sont encore différents de ce modèle représenté par la grotte Francti, où nous avons une séquence, c'est la grotte Sarakenos en baie aussi, où nous avons une séquence stratigraphique dans laquelle il y a une couche du néolithique initial, couche 3, qui date entre 7900 et 7700. Et dans cette couche, nous avons déjà la présence de la céramique, d'assez rares fragments de la céramique et des ossements d'Ovis et des Capra. Dans la division des prémices de l'économie néolithique vers le sud-est de l'Europe, par voie maritime, un rôle important ont joué les îles de l'Égée, comme j'ai déjà souligné. En particulier, les fouilles de Maroulas sur l'île de Kytnos ont fourni les habitats structurés, ronds en pierre, ainsi que les éléments de l'économie productrice. Nous avons ici vu des sites sur l'île des sites de Maroulas sur l'île de Kytnos, et nous avons ici les plans de ces sites avec 24 structures d'habitat rondes en pierre avec pavage. Et ces structures ont fourni des éléments aussi de l'économie productrice. Et ce qui est aussi très important, que nous avons ici une continuité de l'habitat, probablement non pendant toute l'année, mais en tout cas à partir du début de l'année jusqu'à début de l'automne. Pour montrer ces structures circulaires en pierre avec pavage de Maroulas, vous voyez ici un exemple de ce type de structure. L'industrie lithique de Maroulas est typique pour les mésolithiques égéens, qui diffèrent de ces industries du mésolithique ancien que j'avais déjà montré, par exemple des Klissura, puisqu'ici nous avons une industrie qui est toujours faite sur des lames, mais cette industrie a aussi un très grand nombre des outils sur éclat. Ce sont au sommet de cette présentation. Et aussi, il y a ici deux éléments importants, c'est-à-dire il y a des trapèzes irrégulières et aussi il y a des pièces à dos droits ou légèrement convexes. Donc, dans les mésolithiques du bassin égéen, nous avons donc des sites qui nous ont montré une continuité de mode de vie des chasseurs-cueilleurs ou pêcheurs. Et par contre, dans certains sites, nous avons déjà les éléments de l'économie néolithique. Par exemple, j'ai déjà parlé de ces sites qui sont ici énumérés, notamment grotte Klissura niveau 5A, où il y a une chasse aux lièvres et aux autres mammifères de petite taille. Grotte Francti, nous avons dans la phase 8 pêche au thon, il y a presque 40% des ossements de thon. Chasse aux cervidés et aux sangliers. Par contre, dans la phase 9, nous avons un retour vers la récolte des mollusques maritimes et aussi terrestres. Pêche au thon devient moins important. Et finalement, nous arrivons dans la phase 10, où le début de l'économie productrice est bien marqué avec une présence des animaux domestiqués, chèvres, moutons, et avec certains grains de céréales. Puis, nous avons la grotte Sarakenos, qui est presque de la même période, mais qui est visiblement plus isolée
et où la chasse aux petits mammifères est bien confirmée. Par contre, la chasse des oiseaux n'est pas confirmée. Notamment, nous avons récemment obtenu des informations des archéozoologues que les oiseaux ne sont pas dans ces cas chassés par l'homme. Maroulas à Ketnos, pêche des thons est dominante, chasse aux oiseaux aussi importante, récolte des mollusques terrestres et, dans ce contexte, domestication initiale des cochons. Puis, nous avons les témoignages des récoltes des plantes sauvages. Et finalement, encore un site dans les Sporades du Nord, c'est la grotte des Cyclopes, grotte des Cyclopes sur l'île de Jura, dans les Sporades du Nord, où la pêche est dominante. Mais, en même temps, apparaît la domestication initiale des chèvres et des cochons et aussi chasse aux oiseaux. Donc, c'est la situation dans le bassin égéen qui précède immédiatement les néolithiques. Dans le cas de Maroulas, je parlais que dans l'économie de subsistance, nous avons un rôle important de ramassage de plantes. Et c'est ce qui est aussi marqué par le développement des outils lourds pour broyer et moudre. Ces outils lourds ont été, y compris quelques vases en pierre, ont été compris dans le contexte de ce mésolithique égéen de Maroulas. Maintenant, nous passons donc, en ce qui concerne la voie de communication entre le Proche-Orient et le bassin égéen, c'est, comme j'ai suggéré, cette voie la plus importante était maritime à partir du Chypre. Aussi, l'apparition du néolithique avec céramique dans les sud des Balkans est due aussi au contact avec le Chypre. Et puis, nous avons donc la formation des premières civilisations céramiques dans le sud des Balkans, notamment ici en Grèce, vous voyez les proto-Sesklo. Vous voyez aussi en Bulgarie la civilisation d'Anzabegovo et dans l'ouest de Bulgarie et en Macédoine, vous avez la civilisation d'Anzabegovo et finalement en Bulgarie la civilisation de Karanovo. Et nous observons dans cette période initiale du néolithique qu'il y a une séparation de ces civilisations qui forment la route à travers les centres des Balkans, comme Proto-Sesklo, Anzabegovo, Karanovo, et qui conduit vers la civilisation de Starčevo dans le bassin du Moyen Danube. C'est la route, disons, centre-balkanique. Et il y a aussi une autre route, aussi très importante, c'est la route vers le littoral est de l'Adriatique, où apparaît la céramique imprimée. Et cette céramique impresso s'est répandue dans tous les bassins adriatiques. Ici, vous avez donc les différences, sont montrées les différences entre le bassin central. Ici, nous avons l'industrie, dans cette civilisation du Balkan central
ces civilisations sont marquées par les industries macrolaminaires, avec lames très régulières et longues, et en plus, nous avons la présence de la céramique peinte. Et cette deuxième voie des répartitions du néolithique, c'est le bassin adriatique, où nous avons cette civilisation avec la poterie imprimée, pas toujours avec les coquilles, mais aussi avec des autres moyens. Et puis, nous avons en même temps une industrie aussi sur lame régulière, mais avec un grand nombre des microlithes géométriques, notamment des trapèzes. Plus, quand ce néolithique céramique avance plus au nord, aussi nous pouvons observer cette bifurcation, cette séparation de deux complexes, notamment dans le Balkan occidental et dans la partie occidentale du bassin danubien. Nous avons la civilisation des Startchevo, et dans le bassin, dans la partie orientale du bassin carpatique, nous avons la civilisation de Keresh-Krish. Donc, et ces civilisations ont été répandues jusqu'à cette ligne rouge que vous voyez ici et qui est jaune, qui marque les dates de 7500, de 5700, et on suppose que cette répartition a été stoppée par les changements des conditions climatiques dans la partie nord du bassin carpatique. Notamment, nous parlons avec les chercheurs hongrois, surtout avec Pál Simegi, nous parlons ici d'une frontière ou une barrière agroécologique entre les Balkans et le nord du bassin carpatique. Donc, cette barrière a stoppé pendant une certaine période la répartition du néolithique balkanique vers le nord. L'hypothèse que la néolithisation, la répartition des premières civilisations néolithiques était due à la migration, à la migration des populations du sud, des populations des Balkans, a été récemment confirmée par les analyses paléogénétiques. Et ces flèches que vous voyez sur cette carte indiquent les voies de migration des premiers agriculteurs. Dans ces migrations, la participation des populations locales mésolithiques, donc identifiées sur la base des analyses paléogénétiques, était insignifiante. Seulement, si nous avançons dans le nord-ouest de l'Europe, sur la grande plaine à partir de Pologne jusqu'à la France, nous avons le rôle des substrats mésolithiques est beaucoup plus important. C'est ce qui se voit non seulement dans les analyses paléogénétiques, mais aussi dans les analyses archéologiques. La question si cette expansion des premiers groupes néolithiques a été due aux fluctuations climatiques reste toujours ouverte. Les climats de l'Holocène ancien montrent plusieurs anomalies mineures qui se manifestent d'une intensité différente dans les différentes périodes et différents territoires. Mais, comme vous voyez sur ces diagrammes,
une concentration la plus importante de ces variations climatiques tombe sur la période entre 6700 et 5000. Les courbes climatiques de l'Holocène montrent qu'après le refroidissement environ 6200 et la phase humide et tempérée et humide environ 1500, nous avons quelques détériorations climatiques, surtout des conditions de température et de l'humidité. Donc, les périodes de refroidissement et de sécheresse. Ces périodes sont environ 5500, 5400 et de 5000 à 4700 BC. Dans le profil palynologique de l'Holocène ancien, on appelle ça Bond Events 4, 5 et 5A. Cela montre qu'entre ces périodes de diffusion des premiers néolithiques au nord des Carpates a pu avoir lieu dans les conditions de l'augmentation des précipitations et des températures favorables pour l'agriculture. Donc, si nous regardons sur cette adaptation de la culture des premiers agriculteurs entre donc, la partie sud du bassin carpatique et la partie nord et les territoires au nord des Carpates, nous pouvons dire que la meilleure évidence de cette adaptation était l'architecture, notamment l'architecture en argile, qui était dominante dans les Balkans nord et dans le sud du bassin carpatique, était remplacée par l'architecture en bois, surtout dans la civilisation linéaire. Donc, vous voyez ici les exemples de ces constructions en poteaux qui ont été empruntés du sud de la Pologne. Vous avez parlé à la fin de détérioration pour évoquer l'augmentation des pluies et de la température, mais est-ce qu'on peut vraiment, on parle vraiment de détérioration dans le sens où ça a favorisé l'agriculture ? Puisque je parlais surtout des conditions favorables à l'agriculture. Oui. Oui, alors que je complète, alors que dans d'autres pays, notamment au Sahara, qui est une grande période humide à l'Holocène ancien, la sécheresse qui arrive au 5e millénaire avant Jésus-Christ entraîne une détérioration très significative de ce début d'agriculture, dont les traces qui nous sont laissées se trouvent uniquement par les gravures et les peintures dans l'art rupestre du Sahara, qui montre un climat extrêmement humide avec des animaux que l'on retrouve en zone tropicale, beaucoup plus au sud aujourd'hui en Afrique. Donc foyer aussi néolithique au Sahara, dont on ne sait pas encore s'il est totalement contemporain du foyer néolithique au Moyen-Orient. Mais nous avons ici, ce qui me permet de corriger une information que j'ai vue dans des journaux cette semaine, une publication récente qui nous informerait qu'il y avait un très grand nombre de foyers de néolithisation contemporains dans le monde entier. Je voudrais et que ce serait le résultat de travaux récents, je voudrais quand même leur donner la paternité à Vavilov, le grand botaniste agronome russe du début du XXe siècle, dont la théorie sur les centres de création de l'agriculture dans différents endroits du monde, dans différents continents, en Europe, en Amérique, en Asie,
etc., à différentes périodes, certes, mais en ce qui nous concerne, nous, dans notre bassin méditerranéen, au Moyen-Orient et dans le Sahara. Je vous rappelle au passage que cette théorie de diffusionnisme de Vavilov, puisque ces centres de néolithisation entraînaient, comme l'a très bien montré à l'instant Janusz Kozlowski, une migration à la fois des populations avec les animaux domestiques et avec les plantes cultivées. Et donc ces plantes cultivées ont diffusé avec les populations. Et c'est ça l'origine de l'agriculture dans le monde entier. Et ensuite, après, la mise en contact de ces agricultures par des contacts entre populations qui avaient réussi à conquérir la circulation maritime ont permis, comme notamment entre la Polynésie et l'Amérique du Sud, à des époques très récentes, ou entre même à des périodes historiques. Et aujourd'hui aussi, il est extrêmement important dans les classes primaires et dans les classes secondaires d'apprendre à nos écoliers que 80% des nourritures qu'ils mangent aussi ne sont pas d'origine européenne, mais d'origine mondiale. Mais ça, il faudrait qu'on leur dise et qu'on mette sur la table tous les légumes, toutes les céréales et tous les fruits, etc., pour leur rappeler ça. Alors, pour rappeler Vavilov, pour dire simplement, je vous rends la parole dans la salle, Vavilov a été arrêté en 1938, condamné à mort. Il est mort en prison en 1940. Et naturellement, c'est les conséquences de Lysenko, vous savez, le grand charlatan de la fausse génétique. Et Vavilov, qui est un des plus grands scientifiques du XXe siècle, est mort en prison en 1940. Voilà. Si je peux encore ajouter, si tu permets, prie. quelques mots, puisque je n'avais pas ici parlé des problèmes de l'origine des animaux domestiqués. Puisque maintenant, il y a plusieurs études paléogénétiques qui concernent les animaux domestiqués. Mais il y a quelques controverses entre les spécialistes de paléogénétique, donc je n'avais pas voulu introduire ces éléments. Mais peut-être il serait bien ici de remarquer que nous avons quelques témoignages de possibilités de migration des animaux domestiqués de Transcaucasie ou des territoires de l'Anatolie du nord-est vers l'Europe centrale par le bassin de la mer Noire. Et donc, et aussi, nous avons certains éléments archéologiques intéressants maintenant. J'ai juste, avec Ivan Gatsov de Bulgarie, nous avons envoyé à l'éditeur un travail qui concerne le problème notamment de l'unité autour de la mer Noire dans le néolithique ancien. Et donc, qui commence avec le bassin de la mer Marmara, où, comme j'ai dit, il n'y a pas du néolithique précéramique, mais où il y a des industries avec boulettes corses, comment ça s'appelle en français? Les boulettes corses, des nucléides par pression très... Coniques. Oui, très coniques. Donc, cette civilisation du bassin de la mer Marmara a probablement aussi se répandu vers l'est, vers Transcaucasie, et de l'autre côté, par le littoral de la mer Noire, qui à cette période était bien sûr beaucoup plus bas, le niveau de la mer Noire. Donc, ils ont passé jusqu'au bassin de Dniester, Dniepr et jusqu'à Crimée. Merci Janusz. Pour compléter, je vous donne la parole. Il faut savoir qu'à la fin de la dernière glaciation, la mer Noire était un lac et que la mer Égée était quasiment une mer quasi fermée, ce qui explique le peuplement mésolithique des îles par les mésolithiques sans avoir besoin d'être devenus des grands marins, puisque beaucoup d'îles étaient connectées entre elles et que les distances les plus grandes entre les îles les plus éloignées ne dépassaient pas 30 km, c'est-à-dire une journée de navigation sur un mauvais radeau.
Ce qui explique aussi, comme l'a bien montré Janusz Kozłowski, la néolithisation et le passage par la mer, les îles du sud de la mer Égée aussi facilement que le passage par le Marmara. Je donne la parole à quelqu'un qui m'a demandé le micro. Je vous donne. Est-ce que chaque site avec ses pratiques agricoles et avec les domestications des animaux, est-ce que les migrations ont permis d'apporter les uns d'apporter aux autres leurs techniques? Vous voyez, nous pouvons observer que, par exemple, dans ce cas de ces civilisations mésolithiques des îles de l'Égée, nous avons donc là une continuation de traditions mésolithiques. Donc, ils ont probablement été en contact avec les Chypres, puisque moi, avec M. Hammerman, nous avons fouillé en Chypre le site de Nissi Beach, qui est très proche du site de ce mésolithique égéen. Donc, il est possible qu'il y avait même des contacts à travers de la mer, n'est-ce pas, et que ces éléments, ces modes de vie se sont répandus par cette voie. Autre question? Oui, une question concernant les analyses génétiques. Ce qui se passe au milieu du 6e millénaire, donc la progression vers le nord, est basée sur quel type d'analyse? Est-ce que c'est l'émail dentaire? Est-ce que c'est l'alimentation? Est-ce que c'est l'ADN? Et sur combien d'échantillons se base? C'est l'ADN. C'est l'ADN. C'est l'ADN. Et il est intéressant que nous avons eu dans les sites, par exemple, de Sarakenos en Grèce, qui sont du niveau mésolithique et qui sont du niveau du néolithique initial. Et nous avons constaté qu'il y a des individus qui montrent le même haplogroupe M. Par contre, il y a aussi des individus qui sont tout à fait différents. Donc c'est un processus un peu compliqué. C'est combien d'échantillons à peu près dans l'état actuel? Non, c'est une vingtaine d'échantillons, bien sûr, c'est trop peu. Une autre question? N'hésitez pas. Nous avons encore un peu de temps, hein. Nous avons encore 20 minutes pour poser des questions, donc n'hésitez pas à en poser. Juste une remarque pour vous faire réagir. Les études paléogénétiques concernent les humains et les animaux, mais concernent aussi les plantes. Oui. Il faut savoir que pendant la dernière glaciation, la forêt avait presque totalement disparu en Europe, sauf dans les zones refuges méditerranéennes, et naturellement pour les arbres à feuilles caduques. Et donc les chênes s'étaient réfugiés dans le sud de la péninsule ibérique, de la péninsule italienne et de la péninsule balkanique. Quand la fin de la glaciation arrive, il y a un repeuplement des arbres à feuilles caduques et des chênes qui remontent vers l'Europe moyenne et vers l'Europe septentrionale. Mais ces chênes, pendant la dernière glaciation, se sont différenciés génétiquement. Et donc nous pouvons retrouver le chêne espagnol qui remonte vers la France, le chêne italien qui remonte en contournant les Alpes des deux côtés, le chêne balkanique qui remonte aussi, et qui vont se rejoindre, et à un moment donné, qui vont se recroiser, n'est-ce pas? Et donc, et pour faire quoi? Pour faire cette forêt holocène qui couvre toute l'Europe, puisque jusqu'à des périodes récentes, dont Gilbert Canet va nous parler, puisque à l'époque encore des Gaulois, la forêt recouvrait la Beauce tout autour de... Donc vous imaginez que l'homme n'avait aucune forêt en Europe moyenne et en Europe septentrionale, c'était le domaine de la steppe froide
et plus au nord de la toundra. Et puis brutalement, à l'Holocène, la forêt a couvert l'ensemble de ces territoires et que l'homme a eu besoin de défricher, ce qui explique tous ces outillages lourds, dessertage, pour faire de l'agriculture au milieu des forêts. Je vais vous donner tout de suite la parole. À propos, là, je rebondis là-dessus. Justement, ces forêts, là, ces chênes, c'est les oiseaux alors, parce que comment se sont développés? Enfin, je veux dire, oui, ben, par les mécanismes habituels de... Voilà. Là, il faut que je fasse appel à un botaniste qui vous en dira mieux que moi, mais c'est toujours le même principe. Oui. Mais il faut aussi que le climat permette et le vent, il faut que le climat permette aussi aux arbres de pouvoir s'adapter à ces climats. C'est ça qui nous intéresse finalement le plus, puisqu'effectivement, pour le reste, le moteur de la pollinisation, c'est quelque chose qui nous paraît tout à fait naturel. Mais n'oubliez donc pas que ce que nous appelons forêt primaire, eh bien, elle n'existe que depuis 11 000 ans. Et qu'avant la forêt primaire, il n'y avait rien. Et qu'à l'interglaciaire de ce que nous appelons le stade isotopique 5, il y a plus de 100 000 ans, il y avait une autre forêt primaire qui a disparu au stade isotopique 4, et il a fallu attendre le stade isotopique 1 pour la voir revenir. Donc notre forêt primaire à nous n'a rien à voir avec la forêt primaire des régions tropicales où les changements climatiques ne les ont jamais éradiqués complètement. Mais la nôtre ne commence qu'il y a 11 000 ans, et ce qui explique que les courbes dendrochronologiques que nous utilisons, qui sont liées aux variations de croissance des cernes des arbres et qui nous permettent de dater au mieux à 1 an près, par une datation vraiment fiable et absolue, les bois, eh bien, ça s'arrête à 11 000 ans parce qu'avant, malheureusement, en Europe, nous n'avons plus d'arbres et la courbe s'arrête. Et donc c'est pour ça que nous utilisons le radiocarbone, qui est un peu moins précis, mais qui marche aussi très bien, mais qui a une précision qui est plutôt de l'ordre de la centaine d'années et plus pour les périodes les plus anciennes. Allez, une autre question, madame. Quelle est la plus ancienne forêt primaire sur d'autres continents actuels, enfin dans le monde? Moi, je vais vous répondre uniquement pour le Quaternaire. Pour ce qui est les périodes plus anciennes que le Quaternaire, il faut faire appel aux géologues spécialistes. Mais ce sont dans les zones tropicales du continent américain, du continent africain et du continent asiatique. C'est là où nous avons la continuation. Mais au dernier maximum glaciaire, il y a 20 000 ans, il faut savoir que la zone tropicale africaine a diminué de moitié de surface. Quelque chose que le professeur Kozlowski a indiqué et que je rappelle pour nos jeunes étudiants enthousiastes du premier rang, c'est que dans les variations climatiques, climat froid est associé à climat sec et climat tempéré à climat humide. Donc plus nous allons vers du froid, plus nous allons dans du sec. Donc quand il y a du froid, dans les zones de haute latitude, nous avons des inland seas, des calottes glaciaires et des glaciers de montagne, mais nous avons également des déserts. Et au dernier maximum glaciaire, nous avons des grands déserts, naturellement en Afrique du Nord, mais également en Afrique du Sud. Et les peuplements se limitent en Afrique du Sud aux zones côtières, en Afrique du Nord à la zone côtière et à la zone tropicale du milieu qui a réduit de moitié. Et naturellement, l'Iran, l'Asie centrale, le désert de Taklamakan, toutes ces zones désertiques ont doublé ou triplé de volume. Et l'Australie, qui venait d'être peuplée il y a 50 000 ans par les premiers peuplements, se retrouve à 95% une zone désertique invivable, obligeant ses premiers habitants à émigrer soit vers le sud, dans l'île de Tasmanie, qui était atteignable parce que le niveau de la mer étant descendu de 130 mètres, ils ont pu y aller, soit remonter vers le nord en Papouasie, Nouvelle-Guinée. Donc vous voyez que la vie n'est pas un long fleuve tranquille pour ces populations-là. Par contre, quand vous êtes dans un climat tempéré, humide,
et c'est le cas de l'Holocène. L'Holocène ancien est un climat tempéré, plus chaud que l'actuel, plus humide que l'actuel, et nous constatons que c'est aussi le moment où il y a le passage de l'économie de chasseurs-cueilleurs à l'économie d'agriculteurs-éleveurs, et l'aridité croissante au Moyen-Orient, comme vient de le montrer le professeur Kozlowski, pousse les populations à venir trouver des zones qui soient plus humides. L'autre réponse, si vous voulez rester au Moyen-Orient, c'est soit de changer de technique de gestion de ressources alimentaires, c'est-à-dire de favoriser plus le pastoralisme que l'agriculture, la culture de céréales, soit, alors, c'est l'autre technique, c'est de développer une irrigation. Mais pour développer une irrigation, il faut de la main-d'œuvre commune, il faut une structuration de la société, il faut une centralisation de la société pour pouvoir, et donc une organisation. Et donc, ça n'est pas non plus le hasard si, au Moyen-Orient, c'est le début, non pas de la ferme individuelle familiale, mais le début des sociétés qui sont organisées et qui vont se transformer progressivement en des États. Et c'est là où on aperçoit les premiers travaux d'irrigation importants. Dans le Nil, avec les barrages de retenue d'eau sur les versants du Nil qui permettent à chaque crue de recevoir et de conserver dans des bassins de versants l'eau des crues, en les fermant juste au moment où ils sont remplis. Architecture qui débarre au 4e millénaire, 5e millénaire. Les grands canaux d'irrigation des fleuves de l'Asie centrale, l'Amou Daria et le Sir Daria, avec une technologie hydrographique exceptionnelle, puisqu'ils prennent l'eau en amont du versant, en amont du cours d'eau, sur des pentes de 1, 2, 3 degrés, et ils les remontent sur les terrasses intermédiaires sur 20 ou 30 kilomètres. Vous montrez ça à un géomètre aujourd'hui avec son théodolite, il est admiratif et il se demande comment il y a 6000 ans ou 4000 ans ou 3000 ans les populations ont fait pour construire ça. Et naturellement aussi les grands travaux d'aménagement du Tigre et de l'Euphrate au niveau de la basse Mésopotamie, où il faut naturellement drainer toutes ces zones très marécageuses de façon à pouvoir les cultiver. Et enfin, le delta du Nil, qui lui n'est que le résultat, à la fin, d'un drainage capitalistique important de la famille impériale romaine, puisque le delta du Nil était devenu propriété de l'empereur de Rome, et donc c'est lui qui a fait l'investissement du drainage. Mais le drainage du delta du Nil commence effectivement avec les premières dynasties, mais le drainage systématique pour transformer le delta du Nil en grenier à blé de Rome est quelque chose qui est un investissement considérable. Donc vous voyez, les réponses différentes à l'assèchement. Et dans d'autres réponses à l'assèchement, vous avez l'abandon de l'agriculture, et c'est ce qui se passe au Sahara, où les agriculteurs de l'Holocène ancien sont transformés finalement en sociétés pastoralistes. Et donc vous n'avez plus que des pasteurs et plusieurs générations de pasteurs, puisque les animaux ne sont pas forcément les mêmes si vous êtes dans le début de l'assèchement ou si vous êtes dans un assèchement encore plus prononcé. Ce ne sont plus les mêmes animaux que vous allez élever dans le pastoralisme du Sahara et du Sahel. Voilà. Il y avait des questions, je vous rends la parole. Oui, monsieur ? Merci pour votre conférence, monsieur. Et je voulais savoir à quel phénomène climatique étaient imputables les périodes d'assèchement. Bon, la première période, 6200, l'événement climatique 6200, à quoi est-il imputable? Mais surtout, ces périodes d'assèchement qui interviennent au Moyen-Orient et dans la mer Égée, qui ont été notamment illustré par la crise de la fin du Chalcolithique, et puis d'autres périodes. À quel phénomène climatique, alors beaucoup plus vaste, sont-ils imputables, s'il vous plaît?
C'est-à-dire, en ce qui concerne ce phénomène de 6200, n'est-ce pas? Vous pensez de cela? Oui. 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 Ah oui, c'est beaucoup plus tard. Oui, c'est beaucoup plus tard. Et dans ces cas, il faut dire qu'il y a certaines évidences par exemple, surtout des déplacements des populations de l'Est de l'Europe, des grandes steppes, vers les centres de l'Europe. Donc, ce sont des phénomènes, n'est-ce pas, qui sont observés à l'âge du bronze. Donc, je pense que c'est surtout, c'est pas tellement visible en Europe centrale, mais surtout par ce déplacement des populations de la part de la plaine russe ou d'Ukraine vers la Pologne et vers le bassin carpatique. Oui. Est-ce que je peux encore ajouter une chose, puisque d'ailleurs on pense que cette première agriculture, c'est surtout dans les cas du nord des bassins carpathiques et de la Pologne du Sud, ce sont les civilisations des Rubanais, n'est-ce pas, linéaire occidental. Là, on a beaucoup parlé de l'impact de cette première néolithique sur l'environnement. C'est-à-dire, ce n'est pas l'environnement qui devait, disons, forcer les gens à changer les modes de vie, mais c'est surtout dans le sens inverse. Mais maintenant, nous avons des preuves que, par exemple, en Moravie, en Pologne du Sud, pendant cette période du début de l'Holocène, existaient des restes de territoires ouverts qui ont continué, qui n'ont pas été couverts par les forêts et qui continuaient à partir du Pléistocène. Donc, nous avons dans certains diagrammes polyniques, par exemple, dans le bassin supérieur de la Vistule, les traces de cette persistance des paysages ouverts. Donc, maintenant, nous pensons plutôt que ces populations ont utilisé ces territoires qui n'ont pas été couverts de forêts comme leur réseau d'habitat. Donc, et les analyses polyniques faites récemment dans le bassin supérieur de la Vistule confirment cette idée. Donc, l'impact des premières populations néolithiques sur l'environnement n'ont pas été si importants qu'on a pensé jusqu'à présent. Oui, je crois que c'était la question de monsieur, c'était de savoir si l'homme avait modifié le climat par sa première agriculture. Et dans cette question-là, la réponse actuelle des archéologues et des spécialistes, c'est que ces variations climatiques sont générales. Elles sont, comme ce sont des petites variations climatiques, elles peuvent être dues à d'autres phénomènes que celles de la théorie de Milankovitch et la variation de la Terre autour de ses axes, que vous connaissez, mais qu'elles sont dues à ces petites variations ne sont pas dues à l'intervention humaine et à l'agriculture. De la même façon que nous sommes sûrs aujourd'hui que la plupart des disparitions de grands mammifères sont dues uniquement à des changements climatiques et non pas à l'acharnement de l'homme sur le dernier mammouth ou sur le dernier bison. Donc aujourd'hui, les spécialistes vous diront ça. Alors peut-être qu'on vous dira peut-être d'autres choses pour d'autres raisons dans d'autres médias, mais en tout cas, 99,99% des préhistoriens et des archéozoologues de cette époque-là considèrent que la disparition des grands mammifères sont dues à des changements climatiques. Voilà. Une autre question ? Ah. Vous étiez avant ? Bon. Alors à vous. Merci. Je ne suis pas généticienne, donc je voulais juste rajouter par rapport à cette pression humaine sur les derniers mammifères, les grands mammifères.
la paléogénétique a quand même montré qu'il précédait un effondrement des populations qui après ont subi en plein fouet, disons, l'action humaine. Donc ça va main dans la main, l'impact du climat ou la détérioration environnementale et la pression humaine. Merci. Vous voulez répondre? Oui, non, si tu veux. Moi, je peux donner juste un seul exemple, c'est la disparition du mammouth en Europe orientale. En Europe orientale, le mammouth qui vit très bien dans une steppe froide, sèche, vers 14 000, 15 000, 14 000 BP, se retrouve face à un changement climatique où la température est toujours froide, mais où l'humidité arrive. L'humidité entraîne inévitablement les chutes de neige. Et le mammouth se retrouve pendant 6 mois de l'hiver avec 1 mètre de neige, et donc il meurt de faim. Et ce que nous trouvons à cette époque-là en Europe orientale, ce sont des grandes accumulations de carcasses de mammouths, des troupeaux entiers qui sont morts de faim. Et inversement, l'homme n'a pas eu besoin de les chasser, ils étaient déjà morts, et l'homme s'est contenté, au moment de la fonte des neiges au printemps, à aller faire un survey général du territoire pour trouver dans des ravines où ces mammouths s'étaient réfugiés contre les orages de neige, pour les retrouver, et si miraculeusement ils avaient été recouverts rapidement de neige, ils étaient congelés, et non seulement les exploiter, construire des cabanes en os de mammouth à partir des os de ces carcasses, les utiliser parce que ce sont des os frais comme combustible, et si la congélation avait été rapide et la décongélation avait été, si les hommes étaient arrivés rapidement au moment de la décongélation, avoir une réserve de nourriture en attendant les premières chasses saisonnières, qui sont des chasses saisonnières de début de belle saison, reines. Il n'en reste pas moins que nous avons aussi quelques chasses aux mammouths. Mais l'homme préhistorique ne peut pas attaquer un troupeau d'une trentaine d'individus. Et comme vous le savez, les troupeaux de mammouths, ce sont des femelles qui gardent le troupeau. Les mâles sont exclus du troupeau vers l'âge de 11-12 ans. Et donc, vous ne pouvez pas attaquer un troupeau avec les femelles et les enfants, les adolescents et les bébés. Et dans les films hollywoodiens que vous voyez du chasseur qui s'attaque à un troupeau d'éléphants, ce n'est pas un grand mâle qui se précipite sur le chasseur avec le fusil, c'est la matriarche, c'est la vieille grand-mère qui se précipite sur le chasseur pour l'écraser. Donc, mais nous avons également des jeunes mâles solitaires qui ont été chassés et qui ont été tués. On les a en Europe et on les a naturellement en Amérique du Nord, quand nous trouvons une petite pile d'os de mammouth avec une flèche de Clovis qui est le seul vestige anthropique de la rencontre de ces chasseurs et de ces... Bon, mais bien évidemment, le dernier mammouth n'a pas dû mourir de vieillesse, il a dû mourir sous les coups d'une lance d'un chasseur-cueilleur, et c'est le sort, effectivement, des populations qui sont en... Alors, qu'est-il devenu de ces mammouths? Sont-ils tous morts ou sont-ils partis? Alors là, si vous êtes pessimiste, ils sont tous morts, et seuls ont subsisté ceux qui étaient dans un climat plus sec de Sibérie occidentale. Et puis ceux de Sibérie occidentale, eh bien là aussi, le climat les a rattrapés. Soit ils sont morts, soit ils sont partis en Sibérie centrale, puis en Sibérie orientale. Et puis finalement, et ça c'est pour nos jeunes, ils ont atterri dans une île de l'Arctique, l'île Wrangel, qui est une des îles de l'océan Arctique, là tout à fait au nord. Et dans cette île de l'océan Arctique, le phénomène ilien des grands mammifères s'est manifesté. Et donc, dans les îles où il n'y a pas de prédateurs, les rongeurs deviennent énormes, les oiseaux deviennent obèses et ne peuvent plus voler, et les grands mammifères deviennent nains. Et le mammouth des îles Wrangel est devenu grand comme un sanglier, c'est-à-dire petit comme un sanglier, jusqu'à sa disparition il y a à peu près 5000 ans. Voilà Alors, vous avez le même phénomène, mais avec d'autres types de... Ce ne sont plus des mammouths, mais des éléphants antiques, qui sont les éléphants sont des très grands nageurs.
ce que leur masse ne laisse pas imaginer. Et donc peut-être même meilleurs nageurs sur la longue distance que l'homme. Et donc les éléphants ont peuplé les îles de la Méditerranée, et naturellement le phénomène ilien s'est manifesté, ce qui explique tous ces petits éléphants antiques nains de Méditerranée, en Sicile, en Sardaigne, dans les îles de la mer Égée. Donc vous voyez les mécanismes qui peuvent survenir à ces... Donc, mais pour revenir, effectivement, nous avons la disparition des bisons dans la plaine aquitaine vers la fin du Pléistocène et le début de l'Holocène. Est-ce que c'est la plaine aquitaine ou le bassin du Pô? À la fin de la dernière glaciation, c'est une grande steppe herbeuse, favorable aux bisons. Et puis, avec le début de l'Holocène, la forêt pousse. Et donc, le bison ne se plaît pas dans la forêt. Si le bison se plaît en Pologne, c'est qu'il y a justement, comme tu le disais, encore des zones non forestières. Et si je peux ajouter encore une chose, je pense que pour cette déforestation dans cette zone au nord de cette frontière agroécologique, n'est-ce pas? Donc, dans la partie nord du bassin carpatique et en Pologne, aussi en Allemagne, et il y a un certain rôle joué aussi la construction de ces longues maisons, puisque ces longues maisons, quelquefois plus longues que 50 mètres, n'est-ce pas, qui ont... il était besoin d'avoir beaucoup d'arbres, de couper beaucoup d'arbres. Donc, ces éléments de déforestation qu'on observe parfois dans les diagrammes polyniques aux environs immédiats des sites néolithiques, ça pourrait être dû effectivement à ces processus de couper les arbres pour les constructions en bois. Merci beaucoup de cette conférence très intéressante. Donc, je voulais savoir le fond même, donc cette irrésistible poussée démographique, ou donc cette poussée vers le nord et vers l'ouest de ces populations, donc originaires donc au départ donc du Moyen-Orient. Est-ce qu'elles sont dues essentiellement à une augmentation démographique liée à une meilleure alimentation par l'agriculture ou par le pastoralisme, ou en partie aussi par des événements climatiques qui les ont obligés à chercher des conditions plus favorables pour l'agriculture? Je pense que ces deux facteurs ont joué un rôle important. Aussi bien les changements des conditions climatiques dans le bassin de la Méditerranée et surtout l'augmentation aussi du niveau de la mer, n'est-ce pas, qui était importante dans l'Holocène ancien. Et d'autre part, il y avait d'autres raisons c'était la recherche de nouveaux, par exemple, ressources en matières premières, surtout des silex et des autres roches qui ont été taillées, et puis aussi la recherche de certains éléments du paysage qui étaient importants pour ces gens-là. Peut-être aussi, il y avait des raisons, pas seulement, disons, dues à... raisonnable, disons, mais pourrait être aussi des questions de symbolisme, des croyances, n'est-ce pas? Donc, ça pourrait aussi jouer un rôle. Non, en fait, j'avais une question, mais c'est pas très important. En tout cas, ça y est, je la lance. Vous avez à un moment donné évoqué dans une architecture à base, je vais rendre ça, une architecture avec des pierres rondes et du pavage. Oui. Et à un endroit précis, vous avez évoqué qu'il y en avait pas mal. Oui. Et j'aurais souhaité savoir, si c'est possible, la distance entre elles à peu près. Est-ce qu'elles étaient assez proches? Oui, assez proches.
assez proche. Et même comme vous avez vu ces plans du site de Maroulas, oui, il y avait les distances de jusqu'à 3 mètres entre ces maisons. Donc vraiment, oui, vraiment, c'est une agglomération, mais pas toutes ces maisons ont été contemporaines. Donc il faut aussi d'accord, donc certaines s'éboulaient et peut-être qu'on réutilisait. Ils ont réutilisé certains après l'abandon comme lieu de collecte des coquillages. De collecte, de granges, des petites granges. D'accord. Donc en fait, c'est d'accord. Et il y a une publication spécifique sur ces habitats. Est-ce qu'il y a une publication spécifique? D'accord. Je chercherai sur Internet. Oui, il n'y a pas Maroulas, c'est publié, la monographie est publiée par l'Académie polonaise des sciences et des lettres. Donc c'est sans doute c'est le premier auteur de ce volume était M. Sampson. D'accord, merci, je vais le noter. Merci beaucoup. La fantastique Académie des sciences polonaises, avec ses très nombreux chercheurs depuis le 19e siècle et le 20e siècle, qui est à peu près aussi prolifique que notre Académie des sciences françaises, et peut-être plus, et surtout à partir de tous ces condamnés des révoltes polonaises qui ont été envoyées en Sibérie et qui sont à l'origine de tout le début des travaux scientifiques en Sibérie qui n'ont pas été faits par les Russes, mais qui ont été faits par les Polonais exilés en Sibérie et donc qui se sont occupés là-bas avant de revenir d'exil et de devenir membre de l'Académie des sciences et professeur. De Cracovie. Moi, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur la disparition des grands mammifères en Europe. Quand vous avez vous dites que le mammouth a disparu donc essentiellement à cause de conditions climatiques changeantes. Mais je voulais savoir si ce modèle de disparition il vaut pour tous les continents, parce que par exemple pour l'Océanie. Il y a des chercheurs anglo-saxons qui ont montré que la disparition de certains marsupiaux terrestres géants ou des oiseaux gigantesques est consécutive à l'arrivée des premiers colons justement en Australie il y a 45 000 ans ou quelque chose comme ça. Et du coup, pour eux, donc c'était pas une coïncidence. D'autant plus que c'était la plupart du temps des mammifères qui avaient survécu à beaucoup de changements climatiques conséquents. Et que du coup, il n'y avait aucune raison pour que ce soit le climat qui les ait tués, mais que c'était bien plutôt l'arrivée des premiers hommes sur l'Australie. Oui, c'est une bonne question. C'est un débat, parce que quand je regarde sur Internet, effectivement, comme vous, je lis la version A et la version B. Alors maintenant, on va regarder le nord des États-Unis. Donc, comme vous le savez, à la fin de la dernière glaciation, et il y a effectivement la disparition de la plupart des grands mammifères. Donc là-bas, ils avaient un mammouth et ils avaient aussi un autre proboscidien qui était un dernier mastodonte. Donc les deux disparaissent. Il y avait des chevaux. Le cheval disparaît. Il revient grâce aux Espagnols. Et vous avez vu à quel point les Indiens sont intelligents et à quelle vitesse ils ont récupéré ces chevaux espagnols qui alimentent nos imaginaires hollywoodiens. Vous avez une liste tellement importante de cette disparition que vous ne pouvez pas le lier au peuplement de ces quelques chasseurs de Clovis. Alors, vous êtes dans le continent nord-américain. Nous savons que dans le continent nord-américain, nous avons vers 13 000 ans des chasseurs-cueilleurs que l'on appelle Clovis à cause de la pointe en silex, dite pointe de Clovis, qu'ils utilisent. Mais en Amérique centrale et en Amérique du Sud, nous avons des peuplements plus anciens. Alors vous allez me dire, c'est pas grave, on va faire 3 pages dans Nature pour expliquer qu'ils sont venus par l'Antarctique. Voilà. Ils étaient autour du volcan de l'Antarctique, comme dans Jules Verne, ou comme dans... Voilà. Mais non, ils sont venus par le détroit de Bering. Ils sont venus par le détroit de Bering au moment où ce détroit de Bering était un pont terrestre. Mais on ne peut passer le détroit de Bering, et surtout le passage entre les montagnes rocheuses et le Grand Inland 6, qui se rejoignent,
Et puis quand ils ne sont pas rejoints, ça fait un espèce de tunnel, mais c'est passer entre un glacier de montagne immense et une grande calotte glaciaire, même sur 50 km, personne ne le fait. Donc ceux qui ont écrit ça n'ont jamais fait une promenade en montagne sur un glacier. Et donc il faut que ce soit une période qui soit tempérée. Alors quelle est la période tempérée où le niveau de l'eau soit encore très bas? Eh bien, il n'y a qu'une seule période, c'est ce que nous appelons l'interplénie glaciaire Würmien, ou le stade isotopique 3, entre 40 000, 45 000 et 28 000. C'est à ce moment-là qu'il y a eu le peuplement de l'Amérique, et ils sont arrivés en Amérique du Nord. Et à la fin du stade isotopique 3, vers 28 000, eh bien, boum, ce que nous appelons le plénie glaciaire supérieur récent arrive, et c'est l'arrivée du froid et la descente vers le maximum glaciaire. Et à ce moment-là, l'Inland 6 commence à grossir, il commence à descendre, à descendre, à descendre. Et la barrière est presque un peu plus haut, mais presque au niveau de la frontière du Mexique. Et donc, que font les gens qui sont arrivés là? Ils ne peuvent plus revenir en Asie, ils sont obligés de descendre vers le sud. Ils vont en Amérique centrale, ils vont en Amérique du Sud. Les habitats qu'ils nous avaient laissés dans cette période entre 40 000 et 28 000, en tout, c'est des habitats de plein air, puisqu'il n'y a pas de grottes et de réseaux karstiques et d'abris sous roche. Et donc, tous ces habitats de plein air ont été rabotés par cette espèce d'énorme machine qui est un Inland 6 et qui rabote tellement qu'il a la force de vous faire déplacer des masses de rochers considérables, comme le socle de la statue de Pierre le Grand à Saint-Pétersbourg. Tous les socles de statues dans le nord de la Russie, ce sont des grands rochers qui nous ont été laissés par le recul de ces grands glaciers des périodes glaciaires. Et que, naturellement, dans un pays où il n'y a pas de roches, eh bien, ont été récupérés pour faire à ce but. Eh bien, tous ces sites ont disparu. Ça n'est pas la peine de chercher en Amérique du Nord un site plus ancien d'avant le maximum glaciaire. Ils ont été détruits. Par contre, il faut les chercher plus au sud. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après le maximum glaciaire? Eh bien, l'Inland 6 a reculé progressivement, rapidement, mais progressivement, et donc les populations sont remontées. Mais à ce moment-là, au moment du dernier maximum glaciaire, qu'est-ce qu'il est arrivé à ces grands mammifères, les pauvres? Donc, vous voyez, donc il faut imaginer, l'homme, certainement, est un chasseur, mais notre connaissance des chasseurs-cueilleurs et de la symbolique des populations de chasseurs-cueilleurs que nous connaissons à travers les ethnologues sur les dernières populations qui ont été encore contemporaines de nos sociétés actuelles, à partir du XIVe siècle jusqu'à maintenant, montrent qu'il y a une relation symbolique très importante entre le chasseur et l'animal, et que les chasseurs-cueilleurs connaissent parfaitement l'éthologie de ces animaux, et ils savent exactement comment prélever de façon minimale et comment sauvegarder la pérennité, le remplacement des espèces. Donc, peut-être vous pouvez imaginer que le chasseur furieux du XXe siècle, lui, a une tendance, ou Buffalo Bill a une tendance à vouloir exterminer les animaux, mais je peux vous garantir que le marin qui arrive à l'île Maurice ou à l'île de Réunion et qui trouve un oiseau obèse qui a tellement mangé dans une île accueillante qu'il ne peut même plus voler, eh bien, il est normal que cet animal-là disparaisse. Mais est-ce que c'est un problème darwinien ou est-ce que c'est véritablement la faute d'un marin? Parce que si ça n'avait pas été un marin, si ça avait été un autre prédateur, il serait arrivé exactement la même chose à ce pauvre dodo. Le problème du dodo, c'est qu'il ne pouvait plus voler. C'est pas que l'homme était un individu particulièrement méchant. Donc, mais en tout cas, le chasseur-cueilleur, lui, il a une grande attention sur les prélèvements qu'il fait sur les populations animales, à tel point qu'il symbolise et qu'il sacralise son rapport à ces populations-là. Et c'est bien pour cette raison-là, cette sacralisation, que vous avez dans les grottes ornées paléolithiques, les bisons, les chevaux, les cerfs, les rennes, etc. Tous ces animaux qui sont en fait le panthéon sacré des chasseurs-cueilleurs de cette époque-là, parce qu'ils sont la base de leur système
de gestion alimentaire et que s'ils disparaissent, eh bien, les hommes savent qu'ils disparaissent aussi avec. Donc, vous voyez, on est plutôt dans cette fonction-là. L'autre exemple que je peux vous donner, c'est en Australie, puisque vous parliez de l'Océanie, donc c'est l'Australie. Moi, je ne suis pas... J'ai regardé en détail les différentes publications. Vous avez des gens qui pensent effectivement que c'est l'homme australien qui a fait disparaître ces animaux-là, d'autres qui considèrent que c'est le changement climatique. Moi, je vois très bien le premier Australien arriver au stade isotopique 3, et je vois la carte de la végétation et du climat au stade isotopique 3, continent accueillant, beaucoup plus accueillant que maintenant. Et je vois ce qui se passe au maximum glaciaire en Australie. Eh bien, tout le monde meurt, l'homme y compris. Peut-être que l'homme, lui, plus que l'animal, ou plus rapidement que l'animal, a le réflexe, parce qu'il sait d'où il est venu, il l'a toujours en mémoire, il sait qu'il peut repartir. Et le peuplement, en fait, de l'Australie ne s'est pas fait en traversant le détroit de Flores, qui est large de 150 km, très profond, avec de grands courants. Il s'est fait, et il suffit de relire les travaux de Birdsell, il y a 3 voies, il se fait par le nord des îles indonésiennes, par la Papouasie-Nouvelle-Guinée et par l'Australie. Il faut savoir que quand le niveau de la mer est froid, la Papouasie-Nouvelle-Guinée est raccordée totalement à l'Australie et que vous avez des franchissements d'îles qui sont de moins de 30 km de distance. Il faut que vous sachiez que pour un chasseur-cueilleur ou pour quelqu'un qui a uniquement l'usage du radeau, eh bien, vous pouvez faire en gros 30 km dans la journée, puisque si vous n'avez pas atteint l'île, au bout de 30 km, la nuit tombe, et là, le pire va vous arriver parce que vous ne savez plus où vous êtes, vous allez tomber sur des rochers, des écueils, etc. Vous n'êtes plus manœuvrant, vous ne voyez plus rien. Donc quand vous franchissez un détroit, il faut que ce soit à moins de 30 km et à condition que les courants ne vous soient pas défavorables. Et donc nous savons que pour toutes ces populations-là, c'est 30 km. Mais 30 km au maximum glaciaire, vous pouvez, ou au stade isotopique 3, vous pouvez découvrir tous les continents du monde. Mais c'est encore le cas au Mésolithique, où le niveau de la mer n'a pas encore descendu, il descend lentement, de moins 130 mètres au niveau actuel. Mais ensuite, après, eh bien, dès qu'on arrive dans le début du néolithique et le néolithique moyen, le niveau de la mer est revenu au niveau actuel, et à ce moment-là, les îles sont plus distantes. Et pour la Tasmanie, les Australiens qui étaient allés peupler la Tasmanie, eh bien, ils n'ont pas pu revenir. Ce qui explique à quel point les Tasmaniens se sont différenciés des autres aborigènes australiens, et à quel point c'est une tragique malheur de la science qu'ils aient été exterminés par l'arrivée des Anglais, parce que c'était, d'un point de vue ethnologique, une population qui aurait été exceptionnelle à étudier et à connaître. Parce que justement, ils avaient toute cette histoire de la colonisation, de l'obligation de la descente en Tasmanie, qui était un climat méditerranéen au maximum glaciaire, et puis ensuite le blocage, ils sont bloqués en Tasmanie. Et là, vous voyez les conséquences d'un environnement géographique clos, dans un climat qui change, mais d'un environnement géographique clos, avec les conséquences sur toutes les lois, qui sont les lois de kinship, donc puisque vous savez que l'Australie est un espace fermé avec un peuplement relativement important et toutes les règles sociales sont liées effectivement à cette situation-là qui est spécifique et caractéristique des Australiens. Et si on part dans cette discussion-là, on a besoin d'une autre conférence. Une autre question ? Un petit moment. Je vais seulement ajouter qu'en ce qui concerne les îles d'Égée, pendant cette phase du bas niveau de la mer, presque toutes les îles ont été visibles l'un de l'autre, donc il n'y avait pas de problème. Le seul problème était avec le peuplement de Crète, puisqu'on ne voit pas le littoral de la Crète, ni du Péloponnèse, ni des Rhodes. Donc là, il faudrait vraiment naviguer à longue distance. Même en passant par Anticythère ? Oui, même en passant par l'Anticythère. Mais le début de la colonisation de la Crète commence de la partie est, n'est-ce pas ? Oui, forcément. OK. Alors la dernière question, parce qu'en fait, on avait du temps, mais maintenant on a excusez-moi que Gilbert, tu nous pardonnes ?
Allez, la dernière question. C'est juste pour revenir sur cette histoire, comme quoi on ne pouvait pas faire plus de 30 km en radeau parce que quand la nuit tombe, on peut plus se déplacer. On ne peut pas imaginer que, par exemple, des populations comme ça anciennes aient pu avoir quelques connaissances au niveau des étoiles, au niveau des constellations, et puissent se repérer grâce à ça? Oui, mais ça n'empêche pas que votre moyen de navigation est important. Quand vous ne savez construire qu'un radeau, vous avez une certaine vitesse sur le radeau, vous ne pouvez pas faire plus vite, et ça n'est pas une question de savoir se repérer. Et finalement, votre question concerne la colonisation des îles du Pacifique, avec des bateaux qui sont d'une incroyable vélocité, avec une capacité effectivement de naviguer en s'aidant des étoiles, et la capacité aussi d'embarquer dans ces bateaux de la nourriture et aussi des plantes, puisque le chasseur-cueilleur, lui, n'emporte pas de nourriture, puisqu'il sait qu'il va trouver des animaux à manger là où il va débarquer. Alors que l'agriculteur est un colonisateur, et donc il faut qu'il emmène les animaux domestiques et les graines pour cultiver. Et donc à ce moment-là, les bateaux des néolithiques sont d'une toute autre construction, puisqu'ils doivent, et toute autre dimension, puisqu'ils doivent embarquer une famille élargie, les animaux, les graines et la nourriture pour pouvoir, parce qu'il faut pouvoir encore tenir un an avant que la nouvelle récolte puisse les nourrir. Donc, puis vous rajoutez tous les petits animaux qui permettent de faire la soudure à la fin de l'hiver et au début du printemps. Donc je parle que dans les sociétés européennes actuelles, avec les troupeaux d'oies, les troupeaux de canards, les poules, etc., qui font cette belle jointure et qui sans doute est à l'origine du carême qu'il faut faire à un moment donné sur cette nourriture trop exclusive. Et il faut un petit peu nettoyer le corps humain avant que vous ayez les nouveaux fruits et les nouveaux légumes qui apparaissent au moment du printemps. OK ?